Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr, écoute, je suis ravie d'être sur ce podcast. C'est très gentil de ta part de m'inviter pour parler de mon parcours. Alors, j'ai un parcours qui est un peu, peut-être pas chaotique, mais en tous les cas où j'ai changé plusieurs fois de boulot dans ma vie, puisque j'ai fait au départ, après avoir fait des études de droit, où j'ai fait beaucoup de droit des affaires, donc tout ce qui était plutôt orienté juridique, compta, fiscal. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'assurance, où j'ai géré un syndicat professionnel d'assureurs mutualistes et j'étais déléguée générale donc d'une association qui représentait les mutuelles de petite et moyenne taille. Et puis en 2014, j'ai été licenciée et je ne voulais pas continuer à travailler dans l'industrie de l'assurance. Et j'avais depuis plusieurs années une idée qui me trottait un peu dans le fond de ma tête et je me disais, tiens, j'aimerais bien ouvrir un petit coffee shop dans la ville dans laquelle j'habite, à Asnières. Et du coup, j'ai fait une formation de barista et je me suis lancée et j'ai ouvert mon coffee shop que j'ai géré pendant 5 ans où je faisais en fait petit déjeuner, déjeuner, goûter et brunch le week-end. Du coup, ça m'a permis de changer de vie, de faire un virage à 360. Donc j'ai pu allier en fait ma passion de la cuisine et du café. Et en fait, je connaissais peu l'univers du café. Je savais que je n'aimais pas le café en France, que j'étais toujours très déçue quand je buvais un café. Et là, j'ai vraiment découvert un univers qui s'est ouvert à moi, qui est le café de spécialité. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir ouvrir ce petit coffee shop qui est d'inspiration australienne parce que moi, mon mari est australien. Et du coup, j'avais dans l'idée, si tu veux, une sorte enfin, j'avais une vision du coffee shop australien. Quand on connaît un petit peu les coffee shops, si tu veux, l'Australie, c'est un peu le Graal des coffee shops où tu as vraiment du très bon café, de la cuisine faite maison, des jus de fruits frais, enfin voilà. J'avais donc cette vision que je vis quand je pars en Australie depuis maintenant plus de 20 ans. Et je m'étais dit, tiens, si un jour je peux ouvrir quelque chose, j'aimerais bien ouvrir un petit coffee shop comme en Australie. Voilà. Et puis j'ai enchaîné, au bout de 5 ans, en fait, j'étais fatiguée et j'étais un peu arrivée au bout du processus puisque je ne pouvais plus grandir. J'avais un lieu qui n'était absolument pas extensible. Et j'avais du coup, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revois mon concept pour essayer d'augmenter mon chiffre d'affaires? Voilà, je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Puis j'ai dit bon, je vais mettre en vente et puis je verrai un peu, ça va me permettre de me reposer. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai vendu juste avant le Covid. Voilà. Et du coup, ça a été le pur hasard. Et quand j'ai vendu, d'abord j'ai bien vendu mon fonds de commerce. J'étais très contente. Rétrospectivement, je m'aperçois que c'est pas évident de vendre un fonds de commerce de restauration, surtout dans ce qui est petite restauration. Et en fait, je me suis posée pendant 6 mois. Et là, encore une fois, je me suis remis en question. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et en fait, je sentais bien que à la fois j'avais ce désir de continuer dans la restauration. J'adorais le café, j'adorais cet univers-là qui me plaisait beaucoup.
Et puis à la fois, je me dis oui, mais enfin quand même, ma formation de base, je l'aime beaucoup aussi. J'adore le droit, j'adore tout ce qui est juridique, j'adore la compta, la fiscale, enfin tout ça, c'est un univers qui me parle. Donc je me suis dit bah comment je pourrais faire les deux. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'accompagner des porteurs de projets dans la création d'entreprises dans le secteur de la restauration. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça me correspond tout à fait. C'est ça que je veux faire. Accompagner des gens dans créer leur lieu de coffee shop, de salon de thé, puisqu'en fait, le parcours, il est quand même à la fois créatif et à la fois très orienté vers le métier, donc food, café, bar, restauration. Mais aussi, c'est un parcours créateur d'entreprise, donc avec toutes les embûches ou tout le parcours qu'on peut imaginer de création d'entreprise. Voilà, donc tu vois, c'est un parcours sur plus de 25 ans de carrière maintenant, où j'ai changé finalement 3 fois de métier. Je le trouve super intéressant ton parcours parce que finalement on voit bien comment petit à petit tu as arrivé à mêler les différentes passions que tu avais, à la fois le droit, à la fois le café, pour aujourd'hui avoir, est-ce qu'on peut dire un peu un métier idéal pour toi? Alors oui, c'est vraiment aujourd'hui un métier idéal. C'est vrai que j'ai eu un grand moment de solitude, je t'avoue, après le Covid ou pendant le Covid, parce que je pensais repartir sur des postes de délégués généraux dans des syndicats professionnels, puisqu'en fait, moi, j'avais adoré mon précédent métier et je m'étais dit, bah, après la vente de mon coffee shop, peut-être je vais repartir là-dedans. Mais ce qui m'embêtait, c'était le secteur et je n'avais pas envie de me retrouver en train de travailler sur un secteur qui ne m'intéressait pas et auquel je ne croyais pas. Et en fait, le fait d'avoir trouvé ce positionnement où à la fois je fais appel à mes compétences juridiques et à mon métier premier quelque part de réglementation, d'analyse, voilà, d'essayer de convaincre, de soutenir, de partager les expériences, ben, ça correspondait tout à fait, mais dans le secteur de la restauration. Alors justement aujourd'hui tu accompagnes donc des porteurs de projets qui veulent se lancer. Quelles sont les principales motivations de ces personnes? Alors, nous, on est vraiment sur un parcours, puisqu'aujourd'hui, donc, je travaille pour un organisme de formation qui s'appelle Mon Petit Business. Donc, je suis à la fois responsable des partenariats et à la fois la formatrice. Donc, on fait de la formation collective et de l'accompagnement individuel sur le parcours création d'entreprise, salon de thé et entrepreneuriat des métiers du café. Et les personnes qu'on a qui viennent à nous, c'est des profils assez similaires de reconversion professionnelle. Donc, par contre, les âges sont assez variés, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une fourchette qui peut aller des gens de 25 ans, 28 ans, petite trentaine d'années. Et ça peut aller jusqu'à, je crois que la personne la plus âgée ou la plus senior qu'on a formée, ça devait être 59 ou 60 ans, tu vois. Donc, c'est des gens qui sont vraiment à quelques années de la retraite et qui se disent, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie maintenant? Alors, beaucoup se sont remises en question avec le Covid. Je crois que le Covid, le fait d'avoir été sur son ordinateur tout le temps, a beaucoup détruit des motivations et en fait les gens qui travaillaient beaucoup dans des grandes boîtes, des banques, des assurances, dans le secteur financier, beaucoup dans le secteur financier, industriel, le commerce, mais à grande échelle dans des grosses structures, se sont retrouvés en train de se dire mais finalement qu'est-ce que je fais devant mon ordinateur toute la journée à avoir des réunions qui n'ont aucun sens. Quelle est ma part, moi, de mon travail? Comment est valorisé mon travail? Et est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je fais pour moi et pour la société pour laquelle je travaille? Et donc, les gens arrivent tous avec la même motivation en se disant, on en a eu marre, on veut changer de vie et qu'est-ce que c'est notre passion? Et donc, les gens arrivent soit par la cuisine, soit par le café. Donc nous, c'est vraiment des profils de gens qui sont passionnés de cuisine, qui quelque part sont des cuisiniers à domicile ou des pâtissiers à domicile et qui se disent j'aimerais faire de ma passion mon métier. Et côté café, c'est des gens qui sont amoureux et qui ont découvert le café de spécialité
et qui se disent mais quel univers incroyable que ce café dont on n'a pas entendu parler pendant dans des décennies en France et qui aujourd'hui est une vraie tendance sur le marché. Alors justement, quelles est un peu les tendances actuelles sur ce marché? Est-ce que c'est un secteur porteur? Voilà, est-ce qu'il y a des choses à faire encore? Alors, le secteur de la restauration est hyper porteur. Nous, on est incroyablement contente et très positive puisqu'on voit régulièrement des porteurs de projets venir à nous. C'est un secteur qui attire beaucoup, je pense, parce qu'on a vu ces émissions télé, Top Chef, Meilleur pâtissier, etc., qui, je pense, ont remis la cuisine chez soi et qui ont montré à la population que finalement cuisiner ça pouvait être sympa, ça pouvait être intéressant, qu'il y avait à la fois du challenge, de la compétition, du plaisir, du partage. Ça fait appel finalement à tout un tas de choses, la cuisine. Ça fait appel à la fois à la culture parce que on peut partager autour de sa cuisine de famille. Ça fait appel à de la technicité, ça fait appel bien entendu à l'amitié et à la convivialité. Ça fait appel aux boissons, au vin, au café, voilà. Et du coup, à travers la cuisine, on arrive à fédérer beaucoup de gens. Je trouve que c'est vraiment un métier qui est très fédérateur parce que au-delà, alors là pour le coup, la politique n'intervient pas, les disparités n'existent pas. On va se battre sur peut-être des tendances culinaires, mais c'est plutôt sympathique. Et du coup, il y a un vrai renouveau sur une cuisine peut-être plus tournée vers le terroir, les producteurs, le sourcing. Donc les gens sont vraiment dans une démarche qu'on voit d'ailleurs par ailleurs de développement durable, de responsabilité sociale, de se dire voilà comment je peux avoir un restaurant qui va aller sourcer des bons produits, une cuisine qui va être faite maison. Donc on revient vraiment plutôt sur une cuisine faite maison et non plus à un moment donné comme on a connu de la cuisine sous vide ou de la cuisine industrielle. En tous les cas, les restaurants qui aujourd'hui ouvrent et qui réussissent, c'est vraiment tout est fait maison, voire même le pain. Donc, on est vraiment sur une tendance faite maison, produit. Alors, certains sont bio, d'autres non. On parle du bio, mais on parle aussi de circuit court. On va aller chercher des producteurs locaux. Voilà, ça c'est les tendances. Alors après, on va rester sur une grosse tendance. La restauration traditionnelle, je dirais, perd un peu de son aura. On va vers une restauration à la fois rapide. On peut appeler ça snacking ou street food ou on n'appelle plus trop ça fast food, mais plutôt street food. Et malgré des termes qui peuvent sembler un peu barbares, on a une cuisine de qualité. On va aller chercher de la cuisine de qualité. Donc même le burger, même la pizza va devenir un produit de travail, de sourcing, de bonne mozzarella, mozzarella di bufala. On va aller chercher la petite roquette qui va bien, la sauce tomate. Voilà, donc il y a tout ce travail sur les farines, sur les pâtes qui est complètement incroyable, ou même des choses simples vont devenir des choses de qualité. On le voit par exemple avec toute la tendance des restaurants italiens, style Big Mama, La Felicita, Gruppo Mimo, enfin tous ces restaurants-là. Pareil sur les restaurants de burgers, on est sur maintenant du super burger. Alors McDo reste encore très présent, mais on a beaucoup de restaurants de chaînes de burgers de qualité qui se sont développés également. Et puis toute la tendance des coffee shops. Donc ça, c'est une vraie tendance qui est maintenant ancrée sur le territoire français, qui a mis du temps à arriver, puisqu'encore en 2010, c'était les balbutiements du coffee shop. Alors, qu'est-ce qu'un coffee shop? Un coffee shop, c'est un endroit dans lequel on vient se poser pour partager, pour manger une cuisine faite maison. Au moment du
petit déjeuner, du déjeuner, du goûter et éventuellement le week-end pour des brunchs. C'est souvent des lieux qui ne sont pas ouverts le soir. On retrouve peu d'alcool, pas d'alcool parce qu'on trouve quand même un peu d'alcool. On va trouver par exemple de la bière artisanale ou du vin, une bonne bouteille de rosé. On peut trouver éventuellement dans certains le soir éventuellement quelques apéros et cocktails, mais ça reste encore une tendance marginale. Mais le coffee shop, c'est vraiment du très bon café, du très bon thé, du très bon chocolat. Et puis après, on va avoir des boissons froides travaillées, des jus de fruits frais. On va avoir beaucoup de boissons de type limonade, kombucha, toutes les boissons fermentées, les jus de fruits. Voilà, donc et avec une cuisine simple. Donc, on n'est pas dans une présentation souvent qui est très travaillée, contrairement à peut-être la restauration traditionnelle, mais qui va être extrêmement goûteuse, très instagrammable, hein, puisqu'on voit sur Instagram de très belles photos de cuisine dans les coffee shops, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de, voilà, mais ça va être des choses qui restent quand même sur des produits peu travaillés, produits transformés vraiment par la main de l'homme, par le chef cuisinier ou pâtissier, puisqu'on part des légumes et on va travailler le légume, on va travailler les salades, on va travailler des soupes, on va travailler des tartines, des croques, voilà, et de la pâtisserie qui va pas être de la pâtisserie de boulangerie, qui va être une pâtisserie vraiment simple à réaliser, mais extrêmement goûteuse. Donc, ça va être des cakes au citron, des gâteaux à l'orange, bien entendu du brownie, bien entendu du carrot cake, des banana bread, des cookies, éventuellement des muffins. Voilà, ça c'est les grandes tendances classiques qu'on va retrouver dans les coffee shops. Ça donne faim en tout cas quand tu en parles. Quelles sont les principales étapes à suivre si on veut ouvrir, si on veut se lancer justement dans l'ouverture d'un coffee shop? Alors, nous, on arrive avec un programme qui est quand même extrêmement balisé, puisque en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens qui arrivent avec une idée, je veux ouvrir un coffee shop, en fait, sont un peu perdus devant la masse de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Alors, ils ont bien l'idée, hein, il faut aller trouver du financement, faut éventuellement trouver un associé, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on vend en cuisine, qu'est-ce qu'on va faire. Mais il y a trop de choses et trop de choses qui n'arrivent pas à ordonnancer. Donc, en fait, nous, on a un parcours qui va être très balisé, où on va vraiment les amener de leur idée jusqu'à l'ouverture du coffee shop. Donc, la première chose auquel il faut penser, c'est d'abord se former et se former sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est se former sur le métier que l'on veut réaliser. Donc, ça peut être barista, faire un CAP cuisine, par exemple, ou un CAP pâtisserie. Donc, ça, c'est la partie métier. Et après, il faut se former en création d'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le parcours de créateur d'entreprise, nous, on le propose complètement adapté au secteur de la restauration et particulièrement des coffee shops et des salons de thé. Donc, on n'a pas la prétention de vouloir accompagner des restaurateurs qui veulent ouvrir des étoilés Michelin, mais plus des gens qui veulent se lancer en se disant, bah voilà, moi j'ai vraiment cette passion d'une cuisine de qualité simple et faite maison sur des produits frais, ou qui veulent rester et se concentrer sur le café. On peut aussi avoir des personnes qui excluent complètement la partie nourriture. Elles se disent, bah non, moi je veux pas me lancer dans la cuisine parce que je sens bien que ça va être quand même assez compliqué. Donc je veux ouvrir une torréfaction artisanale ou je veux ouvrir une boutique de vente de café en grains, moulu, torréfié, que moi je vais torréfier. Voilà, donc ces gens-là, ils vont découvrir à la fois le métier de torréfacteur, de cuisinier, de barista, et à la fois le métier de créateur d'entreprise, avec un parcours qu'on va leur proposer de l'idée jusqu'à l'ouverture. Si on a l'habitude de beaucoup cuisiner à la maison, tu conseillerais quand même de passer un CAP cuisine ou pâtisserie?
Alors oui, parce que en fait, les gens se rendent pas compte à quel point la différence existe entre une cuisine que l'on va faire à la maison, même très régulièrement, même avec des amis nombreux, même moi j'ai des gens qui arrivent, ils me disent oui, mais moi je cuisine pour 30, 40 personnes régulièrement, c'est pas un problème pour moi. Alors, c'est pas du tout la même chose de cuisiner dans un restaurant que de cuisiner chez soi, même régulièrement et même pour des grandes tablées, ça n'a rien à voir. Ce qu'on doit faire comprendre aux gens, c'est que de cuisiner tous les jours sur un même endroit, des quantités importantes sur un menu préétabli ou un menu qui doit changer régulièrement. Voilà. Le geste professionnel de la cuisine, en fin de compte, c'est souvent dans les coffee shops et les salons de thé, c'est pas la technicité qui va pêcher, c'est la rapidité d'exécution et la capacité de travailler tous les jours la même chose à une vitesse importante, puisqu'en fait, en cuisine, il y a très peu de monde dans les petits établissements. Il y a une, deux personnes, parfois trois, mais jamais plus. Et pourtant, il faut débiter beaucoup de choses. Alors moi, je conseille plutôt un CAP pâtisserie. Pourquoi? Parce que le CAP pâtisserie permet la finesse et le travail de la pâtisserie. Et grâce à cette finesse, le pâtissier va être beaucoup plus, va apprendre beaucoup mieux la cuisine de coffee shop et de salon de thé. La cuisine de coffee shop et de salon de thé, encore une fois, c'est pas une cuisine technique, c'est une cuisine savoureuse avec des produits frais. Donc le pâtissier, vu que c'est en lui d'être précis, d'avoir un geste où il va vraiment travailler sa pâte et ses gâteaux pour en faire quelque chose de savoureux, il va être tout à fait capable de travailler des bonnes salades, des bonnes tartines, des bonnes tartes salées. Ça va être tout à fait possible. La personne qui t'a fait un CAP cuisine, ça va être plus compliqué pour lui de faire de la pâtisserie. Faire de la pâtisserie, ça va lui demander beaucoup d'efforts et souvent les cuisiniers ne vont pas avoir cette finesse et cette capacité à travailler des gâteaux et à rendre vraiment un gâteau qui fait que c'est un vrai gâteau. Un brownie, ce n'est pas un gâteau au chocolat. Et ça, le pâtissier le sait, le cuisinier, c'est pas évident. Et puis au-delà de ça, il y a aussi une question de réglementation, c'est qu'en fait en pâtisserie, il y a certains gâteaux qui ne peuvent pas être effectués si ce n'est pas fait par un CAP pâtissier. Voilà tout ce qui est les gâteaux qu'on retrouve en pâtisserie, les gâteaux classiques, les cheesecakes par exemple, ça ne peut pas être fait par quelqu'un qui n'est pas titulaire d'un diplôme de CAP pâtisserie. Donc, soit il faut passer soi-même son CAP pâtissier, soit il faut embaucher quelqu'un en cuisine qui a son CAP pâtissier. C'est hyper intéressant cette distinction que tu fais. En tout cas, enfin voilà, c'est des choses auxquelles on penserait pas forcément, je trouve. Tu parlais tout à l'heure de s'associer. Est-ce que là aussi, c'est un conseil que tu donnerais de trouver quelqu'un? Est-ce que c'est plus simple ou alors est-ce que comme on peut se lancer tout seul? Alors, on peut se lancer tout seul sans avoir d'associé dans le sens où créer une société seule et mettre en place un concept et ouvrir, c'est possible. Mais par contre, on ne peut pas se lancer seul dans l'ouverture du commerce. C'est-à-dire que on peut être seul associé, mais il va falloir qu'on embauche et il va falloir qu'on ait des employés. Il n'est pas possible, alors ça, il faut que ce soit très, très clair, et on ne peut pas ouvrir seul en restauration. Ça n'existe pas. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent ouvrir seuls et au bout d'une semaine de formation, ils se rendent compte que ce n'est pas possible. En fait, je crois que la meilleure façon de se rendre compte, c'est d'aller travailler dans un bar, un restaurant, un coffee shop, un salon de thé, ce que vous voulez. Allez passer 24 heures et vous verrez que vous ne pouvez pas être seul. Le seul moyen d'être seul, vraiment seul, c'est avoir un coffee truck et un vélo café, un coffee bike, où voilà, où on va vendre que du café sur un lieu prédéterminé, où on va avoir une petite cahute d'1 mètre carré sur 1 mètre carré, ou un petit local en face d'une gare où on va débiter, voilà, on est une sorte de machine à débiter du café seul, mais c'est tout.
Dès que tu as le début du commencement de quelque chose à manger, dès que tu dois gérer des stocks, dès que tu vas faire autre chose que du café pur, mais il va falloir être deux. Ce n'est pas possible autrement, hein. Alors pour la partie métier, c'est sûr et certain. Après, il faut penser aussi, c'est ce que je dis aux gens, je dis n'oubliez pas que quand vous allez, je sais pas, par exemple, être torréfacteur, que vous allez avoir votre boutique de torréfaction, non seulement il va falloir sourcer le café, le torréfier, le mettre en sachet, le vendre, discuter avec vos clients, gérer votre boutique. Puis après, il y a toute l'administratif, quoi. Il faut non seulement la journée à vendre ses cafés et à parler aux clients et à torréfier, mais après, il y a toute la partie administrative de gestion d'une société, faire les factures, regarder les chiffres, analyser, voir si on est dans les clous, payer les fournisseurs. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire. Donc se lancer seul, c'est très compliqué. Avec un associé, ça peut être très bien. Moi, je pense que l'association a beaucoup de choses positives. Mais par contre, il faut pas le faire dans n'importe quelle condition. Il y a des précautions à prendre dans les associations. Entre autres, on le dit régulièrement, ne pas s'associer peut-être avec sa famille, ses amis, ou en tous les cas, si on n'a jamais travaillé avec sa famille, ses amis, ben, ne pas se lancer dans un nouveau métier avec sa famille ou ses amis qui eux-mêmes n'ont jamais fait ce métier-là. C'est vraiment la probabilité de se planter, elle est quand même pour le coup très, 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 très élevée. Donc, plutôt aller chercher des gens qui ont par exemple aussi un désir de créer la même chose. Pourquoi pas trouver quelqu'un qui est en train de vouloir créer un coffee shop ou créer une torréfaction artisanale, ou quelqu'un qui est pâtissier qui veut créer son coffee shop et soi-même on est orienté café. Et à ce moment-là, on va s'orienter. Il y en a un qui va être en cuisine et l'autre côté service et côté café ou côté boisson. Et du coup, on va trouver une association intéressante. Je pense que les associations qui marchent bien, c'est les couples qui ont déjà une expérience de travailler en couple et souvent des couples entrepreneurs. Donc, par exemple, des gens qui ont déjà fait des choses ensemble où l'un des deux est déjà entrepreneur et puis ils ont peut-être travaillé ensemble dans un restaurant, ils étaient serveurs tous les deux. Ça peut être aussi un coup des associations sympas. Par exemple, quelqu'un qui est pâtissier qui s'allie avec quelqu'un qui est barista et ils ont déjà travaillé ensemble dans un restaurant ou dans un bar et ils veulent monter leur concept. Ça, c'est des profils hyper intéressants parce que c'est des gens qui connaissent déjà un peu le métier, voire même beaucoup, et qui se disent, bah maintenant, nous, on va monter notre propre établissement. Et du coup, ces gens-là, bah, ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils connaissent le métier. Donc déjà, pour eux, pour la sécurité de leur concept, il y a déjà la moitié, voire les trois quarts du chemin qui est parcouru. Et surtout, quand ils vont aller chercher un financement, ils vont être beaucoup plus crédibles. Aujourd'hui, les financements, c'est très compliqué. Donc, le fait d'arriver en disant j'ai un associé, moi-même, j'ai déjà des expériences dans la restauration ou mon conjoint, lui-même, il est chef ou il est barista ou il est serveur, etc. Ça met beaucoup d'atouts de son côté. Si on n'a jamais fait ce métier-là, bah, il faut aller chercher plutôt des profils en association, peut-être des gens qui, eux, ont déjà travaillé dans l'univers de la restauration. Et si c'est pas possible, bah, aller plutôt chercher des gens avec qui on a déjà travaillé que de prendre le copain ou la personne ou de la famille qui a envie de se lancer, parce que ça, je trouve que ça reste quand même très risqué. C'est quoi les risques que tu peux observer en faisant ça? Ben, c'est qu'on est à deux à pas savoir ce qu'on fait. Quand aucun des deux ne sait ce qu'il doit faire, c'est compliqué, puisque en fait, quand on crée son concept, c'est ce qu'on dit en formation, c'est que quand vous êtes sur un concept nouveau pour la personne qui change de métier, donc qui est en reconversion professionnelle, puisque nous c'est souvent le cas,
les personnes qui se reconvertissent, elles découvrent 2 métiers. Premièrement, elles découvrent le métier de entrepreneur, de patron. Donc, jusqu'à présent, elles étaient salariées, elles travaillaient dans des structures où, bon, ok, on était fatigué, on était sous pression, mais enfin, quand on avait envie de s'arrêter, on s'arrêtait. Le congé maladie, c'est un arrêt maladie. Quand mon enfant est malade, je m'arrête parce que j'ai une priorité, c'est ma famille, mes enfants. Le midi, je vais déjeuner avec mes collègues. Le matin, quand j'ai envie de faire une pause café, je fais une pause café. Bon, déjà, tout ça en restauration, ça n'existe plus. Déjà, quand t'es patron dans la restauration, tout ce que je viens de te décrire n'existe plus. Tu peux pas t'arrêter le midi. Quand tu as un enfant malade, tu te débrouilles parce que si toi t'es pas là, c'est pas tes employés qui vont gérer ton restaurant. Surtout pas au départ, en tous les cas. Donc toi-même, tu es obligé d'être là à 300% pendant une bonne partie du temps. Et quand bien même tu vas arriver à mettre des gens en place de qualité, il faudra que tu sois quand même derrière sur des concepts qui sont pas des grands établissements, hein, qui sont des concepts de taille petite ou moyenne. Le patron dans la restauration, il est tout le temps là, hein, parce que sinon c'est très problématique. Et en général, il n'y a pas beaucoup d'établissements, à part des chaînes, hein, qui vont fonctionner sans que le patron soit là. Donc, la première difficulté, c'est de passer de la casquette d'employé d'une structure où finalement la vie est belle, et même si le métier parfois peut leur sembler difficile, quand tu passes de l'autre côté, tu comprends que d'être indépendant, c'est quand même autre chose. Indépendant et commerçant, c'est encore autre chose. Et commerçant, restaurateur, c'est encore une difficulté supplémentaire. Donc oui, je pense que de passer du statut d'employé à celui de patron d'entreprise, déjà, c'est une étape. Et puis, la deuxième étape, c'est d'apprendre un nouveau métier. Donc, quand tu te lances avec quelqu'un où on est deux à ne pas savoir ce qu'on fait, c'est compliqué. Voilà, ça va être un handicap supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas y arriver, mais disons que, alors là, pour le coup, il va falloir se former, se former, se former. Et se former en théorie, mais je dirais se former en pratique. Nous, on pousse beaucoup les gens, on leur dit, mais allez travailler dans des coffee shops, allez travailler dans des restaurants, allez faire des shifts, allez faire une saison l'été dans n'importe où, et puis allez vous voir ce que c'est un service. Ça peut ne pas vous plaire. Hein, il y a un côté stress très intense qui fait que certaines personnes ne sont pas du tout faites pour ça. Alors, on va revenir un peu sur le financement que tu as abordé. Est-ce que il y a besoin d'une mise de départ importante aujourd'hui pour obtenir un prêt et se lancer? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut une mise. On a parfois des gens qui arrivent en disant, voilà, j'ai 5 000 euros, j'ai 10 000 euros. Ça va être très, 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 très compliqué. Et d'ailleurs, je vais même le dire, ça va être impossible, quoi. On peut pas se lancer avec 10 000 euros. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, pour se lancer, les plans de financement qu'on élabore au bas mot, mais vraiment au bas mot, quand on est sur une fourchette basse, on va être à 150 000 euros d'investissement. Voilà. Donc du coup, faire moins que 150 000 euros, ça va être très très compliqué. Encore une fois, hein, moi je te donne des grandes lignes, des grandes tendances. Il y a toujours quelqu'un qui peut arriver en te disant oui, mais moi j'ai ouvert et je n'avais que 90 000 euros. Peut-être. Faut voir l'endroit, faut voir l'emplacement, faut voir le contexte, faut voir qu'est-ce que la personne a ouvert, quel est le local qu'elle a repéré, quel est le local qu'elle a récupéré, comment ça s'est passé. Mais si tu veux faire une généralité, une généralisation, voilà, l'investissement de base, c'est au moins 150 000 euros au bas mot. Après, combien tu dois apporter par rapport à ça? Aujourd'hui, on est dans une tendance, là, à l'heure où je te parle, donc au mois de juin 2023, on est dans la pire phase, enfin en tous les cas, moi j'espère que c'est la pire, c'est qu'on est autour de 40% des sommes empruntées. Quand tu es nouvelle arrivant sur le marché, c'est-à-dire que tu es porteur d'un projet de restauration et que tu n'as jamais fait ça avant, on te demande 40% des sommes empruntées. Voilà.
Si tu es un professionnel de la restauration et que tu as déjà ouvert des établissements, on va te demander moins, mais on va pas non plus rien te demander. C'est-à-dire que c'est terminé le temps où les restaurateurs arrivaient à monter des concepts quasiment avec zéro fonds propres, quoi. Aujourd'hui, on est quand même sur les professionnels, on demande 20%, 20-25% des sommes empruntées. Donc, pour un porteur de projet nouvel arrivant, hein, les nouveaux entrants, c'est 40%. En ce moment, c'est 40%. Voilà. Sachant qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt qui va continuer encore, on dit jusqu'à la fin de l'année au moins. Donc, ça veut dire que non seulement on emprunte, mais on emprunte cher. Voilà. Je dirais en ce moment, c'est une bonne période pour plutôt se former, aller travailler chez les autres quand on a une idée de reconversion et en profiter justement pour faire une année qui soit, est-ce que je me lance à mon compte vraiment? Et si je me lance, je saurai pourquoi. Mais cette année, j'analyse le marché, je fais mon étude de marché, je repère les locaux, je travaille mon concept et je me lance en 2024 où je pense que les choses, si on en croit le secteur de l'immobilier et les banquiers, c'est ce qu'ils disent que l'année 2024 serait quand même un petit peu meilleure. Alors justement, on va parler des choses qui fâchent. Quels sont les inconvénients, les principaux inconvénients de ce métier? Alors, les principaux inconvénients de ce métier, on parlera des avantages aussi quand même. Parce que des inconvénients, la liste est longue. Alors, les inconvénients, je pense que c'est un métier sur lequel les personnes ne réalisent pas à quel point il faut être physiquement en forme. C'est-à-dire que si tu es avec déjà un problème physique, je sais pas moi, si tu as des problèmes de pieds, de genoux, tu es fragile, tu as des problèmes de souffle ou tu es fatigué rapidement avec un effort physique, c'est sûrement pas un métier pour toi. Le métier de restaurateur, surtout encore une fois quand c'est toi qui crée et c'est toi qui mets en place, c'est un métier extrêmement physique, comme celui de torréfacteur d'ailleurs, où je rappelle quand même régulièrement aux gens, c'est que tu vas recevoir des sacs de café vert à torréfier qui font 60 kilos le sac. Donc, quand tu dois porter un sac de 60 kilos, mais non seulement tu n'en as pas un à porter, mais tu en as peut-être 2, 3, voire 10, voilà, hein, il va falloir et c'est pareil sur la partie coffee shop. Moi, heureusement que j'avais un chef qui m'aidait à réceptionner les commandes. Je t'avoue que quand je recevais une boîte de 360 œufs, je n'étais pas capable de la porter toute seule. C'est extrêmement lourd. Alors 10 kilos de carottes, 10 kilos de pommes de terre, ça se porte. Mais bon, quand tu fais ça tous les jours régulièrement et que tu as régulièrement des commandes et des réceptions de commandes, après, tu as toute la partie service qui est extrêmement fatigante parce que tu cours en permanence, tu es tout le temps en train de bouger entre la plonge, le service, débarrasser, nettoyer, ranger, servir, encaisser, voilà. Donc, je conseille toujours aux gens qui veulent se lancer d'essayer d'avoir des locaux sur un même niveau. Ça, c'est déjà une bonne recommandation parce que quand tu as des locaux où tu as, par exemple, la cuisine au sous-sol ou la cuisine au premier étage, comme ça arrive parfois dans Paris où on a des niveaux différents, en fait, tu passes ta journée à monter, descendre, monter, descendre. Moi, je sais que j'avais ma cuisine et tout mon stockage au sous-sol. Je passais ma journée à monter et descendre l'escalier. Donc, non seulement c'est fatigant, mais c'est dangereux puisque vu que tu montes et tu descends des escaliers, tu as un risque quand même de te blesser qui est beaucoup plus important. Donc voilà, donc il y a une partie physique qui est très fatigante. La deuxième chose qui peut parfois être déroutant pour certaines personnes, en tous les cas, moi, ça l'a été pour moi, c'est quand on n'a pas l'habitude d'être commerçant, c'est d'être tous les jours au même endroit, au même moment, à la même heure et à faire les mêmes choses. Ça, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, si par exemple, tu avais un métier où tu étais je sais pas moi, commercial itinérant
ou un métier de cadre où tu avais l'habitude de travailler un peu à rendre visite à des clients ou aller à des réunions, à te déplacer, avoir un emploi du temps qui change. Enfin, voilà. Ça va te perturber parce que finalement, tu vas te retrouver dans ton commerce. Il va falloir que tous les jours, tu sois là à la même heure pour être en capacité d'ouvrir à l'heure à laquelle tu t'es engagé d'ouvrir. Donc ça, c'est très important dans le commerce. Quand tu dis que tu ouvres à 8h30, il faut pas que tu ouvres à 8h40. Il faut que tu ouvres à 8h30. Alors que quand tu vas travailler, bah, si tu arrives un coup à 8h, un coup à 8h30, un coup à 9h, un coup à 9h30, personne ne va rien te dire. Bah là, c'est pas possible parce que bah, tes clients t'attendent, tu t'es engagé sur des horaires précis. Donc ça, c'est peut-être un point sur lequel les gens ne réalisent pas à quel point ça peut être frustrant pour certaines personnes qui aiment bien, voilà, bouger, partir, changer d'air, changer de routine. C'est un métier très routinier finalement, la restauration, où tu as ta journée qui est ponctuée en fonction de tâches à exécuter dans un ordre précis. Et puis après, ça peut être aussi dans les inconvénients le fait que tu es tout le temps en interaction. C'est-à-dire que tu n'as pas cette possibilité à un moment donné de t'isoler et de dire aux gens, bah attendez, excusez-moi, je vais faire pipi, je vais me reposer, ou laissez-moi tranquille, j'ai besoin de 10 minutes là de me poser. Tu peux pas. Tu es en interaction constante avec ta cuisine, avec tes employés, mais surtout avec tes clients, puisque tu es censé avoir des clients en permanence à servir. Donc, on voit bien qu'en fait, ce métier, il est extrêmement prenant. Donc, les gens qui n'ont pas l'habitude d'être en interaction permanente avec une personne, c'est compliqué. Voilà. Alors, par contre, si tu as toujours travaillé si tu as été vendeur de jeans dans un magasin Zara, ben, je pense que déjà, tu as une compétence que tu peux retrouver dans la restauration. Parce que travailler dans le commerce sur un grand magasin avec une clientèle en permanence en demande, bah, tu vas retrouver ça dans la restauration. Alors, les avantages, est-ce qu'il y en a quand même? Ah oui, alors les avantages, il y a plein d'avantages. D'abord, c'est un métier de passion, hein, donc moi je trouve que déjà être sur la nourriture et la cuisine, c'est extrêmement enrichissant. Bon, bah, comme je te le disais en début, c'est que pour moi la cuisine, ça fait appel et c'est fédérateur. Donc, on va avoir un moment de partage avec une personne autour d'un bon gâteau, d'un bon plat bien fait, d'une boisson de qualité. Donc, ça va être extrêmement gratifiant d'avoir des clients qui te disent oh, mais votre brownie, j'ai jamais mangé un truc aussi bon de ma vie tellement voilà la texture, le goût allié avec le café, avec le latte, le cappuccino ou un jus de fruits frais ou une bonne salade. Donc, il y a le regard que te donnent tes clients sur ta nourriture et ta cuisine que je trouve, moi, qui a toujours été une grande source de bonheur. Et puis, le travail en équipe, le soutien, le fait de partager avec son équipe des grands moments de stress, mais à la fois, voilà, où on est heureux d'avoir fait un service parce qu'il y a cet effet un peu d'adrénaline au moment du service qui est là et qui est présent. Et ça, les gens qui l'ont vécu, c'est soit on aime, soit on déteste, quoi. En fait, c'est ça. Mais ceux qui aiment ça, c'est vrai que c'est des moments de grande source de joie, surtout sur un service qui se passe bien, où on se dit, mais vraiment, là, ça a été, c'est comme une sorte de ballet ou de concert qui se fait entre tout le monde, entre la cuisine, le service, la salle. Donc ça, c'est super. Et puis encore une fois, la matière et le produit. Quand on est sur des produits haut de gamme comme le café de spécialité, où on va pouvoir le café de spécialité, c'est aussi l'univers du café est aussi enrichissant que celui du vin. Donc tu vas pouvoir partager. Tu vois bien enfin on a une culture du vin en France, donc quand les gens sont passionnés de vin, on va parler terroir, on va parler bouteille. Ben là, le café c'est pareil. Donc on va pouvoir faire voyager les gens,
en leur parlant du café. Donc moi, le matin, quand j'arrivais, que j'avais des clients qui arrivaient chez moi pour boire mon café, parce qu'ils venaient exprès boire un café, et que je leur expliquais que ce café était de Colombie, qu'il venait de tel endroit, qu'il avait été fabriqué ou processé de telle façon pour arriver à extraire aujourd'hui tel café. Les gens, ils sont ravis qu'on leur raconte ces histoires-là. Et puis, il y a des gens aussi il y a un partage avec le client qui est extrêmement. Alors, il faut aimer parler dans la restauration, hein. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, c'est sûr que si on est timide et qu'on n'aime pas trop parler, à ce moment-là, il faut peut-être être en cuisine ou il faut peut-être être torréfacteur parce que le torréfacteur, il va torréfier sur sa machine et il n'a pas besoin de parler à ses clients. Encore une fois, si tu es torréfacteur et que tu as une équipe avec toi, parce que si tu es torréfacteur mais tu dois aussi vendre ton café, il va falloir parler, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Mais si tu es torréfacteur et tu comptes avoir un associé qui lui va s'occuper de la partie commerciale, voilà. Mais la restauration, c'est un métier de communication. Donc déjà, il faut quand même aimer parler, aimer échanger, aimer partager. Ce qui, je peux comprendre, n'est pas dans le plaisir de tous, hein. Il y a des gens qui sont plutôt aimer travailler seul, concentré, être dans l'analyse. Je prends le temps. Tout ça, c'est pas du tout la restauration. Quels seraient tes meilleurs conseils si on veut se lancer ou on s'intéresse à ce domaine? Alors, mes meilleurs conseils, alors moi, il y a un conseil que je donne régulièrement à tous les élèves et à tous les porteurs de projets, c'est aller voyager, aller regarder ce qui se fait ailleurs en ce moment. Aller passer un week-end à Londres, aller passer un week-end à Amsterdam, aller passer un week-end alors je vous dis pas en Australie parce que ça fait un peu loin pour le week-end, mais aller voir, je dis Londres, pour moi, c'est la capitale qui est la plus proche, la plus accessible et la plus branchée du moment dans tout ce qui est nourriture et coffee shop, salon de thé, restauration. Ils ont des concepts juste incroyables. Mais Berlin aussi, Amsterdam aussi, Oslo est une ville incroyable au niveau coffee shop, Copenhague, Stockholm, tous les pays du Nord. Voilà, allez vous inspirer de ce qui se fait en ce moment dans tous ces pays-là au niveau coffee shop, petite restauration, salon de thé. C'est le meilleur moyen de faire une bonne étude de marché, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Passer du temps à Paris pour ceux qui veulent ouvrir en province. Paris, on a une grosse scène restauration en ce moment qui est complètement incroyable. On a rattrapé le retard qu'on avait perdu, qu'on avait il y a encore 10 ans. Là, les 10 dernières années et surtout les 5 dernières années ont été complètement incroyables au niveau création et créativité dans la restauration et le concept de restauration rapide de qualité. Hein, c'est ce que je disais en début d'interview. Et là, je trouve que c'est passer du temps à Paris, mais faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 endroits à visiter par jour et vous faites ça pendant 2, 3, 4, 5 jours et vous prenez des photos, vous analysez, vous comparez, vous regardez les menus, les prix, les machines, les boissons, le style. Le client, enfin la personne va se nourrir de ça pour après être capable de, elle, créer son propre concept. Le concept ne jaillit pas de soi. Enfin, c'est rare de se dire, je vais ouvrir ça comme ça sans avoir aucune inspiration. En fait, il faut aller se nourrir des autres et il faut aller voir ce que font les autres pour avoir soi-même sa propre inspiration et pouvoir se dire, voilà, moi, j'ai envie d'un lieu où je vais aller prendre ça, telle petite chose à chaque fois des uns des autres pour créer mon propre concept à moi qui aura ma propre identité. Mais encore une fois, on peut pas créer sa propre identité sans aller voir déjà ce que font les autres, quoi. Donc voyager, s'inspirer de ce que font les autres. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux donner? Mais après, il va falloir se former, ça c'est sûr. Donc déterminer si on veut se former alors pour les métiers autour du café, est-ce qu'on veut se former en barista ou en torréfaction artisanale? Donc ça
pour les gens qui ont 2 appétences dans les métiers, il faut réfléchir à ça. Et puis, si on n'est plus sur un concept de restauration, est-ce qu'on veut se former en cuisine ou en pâtisserie? Je pense que, voilà, encore une fois, moi, mais ça, c'est personnel, c'est par rapport au concept que moi, je porte, c'est plutôt la pâtisserie. Moi, je pense qu'il faut plutôt aller vers cette branche-là. Enfin, déjà, faire des expériences en cuisine, je pense que c'est extrêmement riche. Et puis, pratiquer. Et puis, la partie entrepreneuriat, déjà, c'est sûr qu'il faut, comme on l'a dit, avoir un apport. Donc, les personnes qui n'ont pas du tout d'apport, aller justement travailler pour les autres et puis essayer de se créer un petit capital de départ sur lequel la personne va pouvoir capitaliser pour aller chercher du prêt d'honneur. Puisqu'aujourd'hui, quand même, en création d'entreprise, il y a quand même ce système d'aide à la création d'entreprise avec les réseaux Initiative France ou Entreprendre qui peuvent venir augmenter l'apport de la personne, ce qui va permettre d'aller emprunter plus. Il y a ce qu'on appelle un effet de levier. Donc, son apport à titre personnel plus le prêt d'honneur va permettre d'avoir une somme d'argent qui va permettre d'aller voir le banquier et de dire, voilà, moi, je veux emprunter un peu plus parce que j'ai eu mon prêt d'honneur. Donc, se constituer une petite cagnotte en allant travailler pour les autres pour être certain de vouloir se lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, voyager, se former, économiser. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu observes qui permettent d'éviter certaines erreurs les plus fréquentes? Non, je pense que l'expérience professionnelle, c'est vraiment si déjà tu as cette curiosité d'analyser, mais vraiment sur un papier les concepts existants et toi-même de te mettre en situation professionnelle au sein d'un établissement, il n'y a aucune raison qu'après l'étape d'après soit pas tu crées toi-même ton concept et tu te lances. Parce que encore une fois, il y a de la place partout en France. Paris, ça devient compliqué, je trouve, ça devient à la fois très cher et très compliqué. Mais par contre, dans la France entière, on a un territoire qui est encore qui laisse de la place à tous. Alors bien sûr en coffee shop et salon de thé, mais aussi en petite restauration, en sandwicherie, saladerie, snacking de qualité. Il y a encore beaucoup de choses à pouvoir faire. Combien de temps il faut, tu observes entre l'envie de se lancer et puis l'ouverture réelle de l'établissement? Alors c'est une très bonne question. En fait, c'est un minimum de 12 mois. Okay. Voilà. Entre vraiment, je me lance, j'y vais, je mets tout en œuvre et je m'y mets à fond. Et je dis bien, je m'y mets à fond et j'ouvre, c'est 12 mois. On peut pas faire moins. C'est pas possible. Je pourrais te l'expliquer sur 10 minutes, mais on n'a pas le temps. Mais c'est mathématiquement impossible compte tenu de tous les délais. Alors en plus, je dirais surtout en ce moment où tout prend de l'ampleur sur les travaux, signer une promesse, ça met 1 mois, même quand tu te mets d'accord sur le prix, par exemple, d'un fonds de commerce que tu veux reprendre, entre le moment où tu t'es mis d'accord avec le vendeur et le moment où tu vas pouvoir signer ta promesse, il y a au moins 1 mois qui va se créer, quoi. Quelles sont les principales ressources que tu peux partager avec nous, que ce soit peut-être des sites internet, des livres, des podcasts autour de cette thématique? Alors déjà sur mon site Quirky-Consulting, j'ai une petite bibliothèque qui permet d'aller voir alors là, on est vraiment sur le monde du café de spécialité, mais pour les gens qui veulent se lancer dans le café, salon de thé, ils vont retrouver des sources. Donc, sur les sites autour du café, je dis bien autour du café, dans l'univers du café, tu as quand même les grands sites, t'as Maxi Coffee qui est vraiment tout l'univers du café. Tu as des sites comme Café Mag qui est un site de magazine en ligne sur l'univers du café de spécialité.
T'as sur l'importation de café vert et tous les objets café, ça va être Belco aussi, qui est super intéressant à aller voir parce qu'il y a aussi des blogs et des sites de référence sur l'univers du café de spécialité. Et puis après, je dirais maintenant tous les torréfacteurs de qualité, Terre de Café, l'Arbre à Café, Lomi, Coutume, aux Brûleries de Belleville, tous ces gens-là, sur leur site, ils vont avoir des blogs autour du café, de l'univers du café. Toujours sur l'univers du café, il y a des très beaux livres autour du café. Entre autres, il y a le livre de Gloria Montenegro qui s'appelle Caféologie, où elle a écrit un livre sur le café, l'univers du café, qui est magnifique. Il y a Christophe Servel de Terre de Café qui a sorti 3 livres sur la culture café aussi avec des photos absolument incroyables. Et il y a aussi sur le café, c'est pas sorcier dans la collection, tu sais, je sais pas quoi, c'est pas sorcier. Ben, il y a le café, c'est pas sorcier. Donc là, pour découvrir l'univers du café, que je trouve, voilà, si les gens sont intéressés par cet univers-là. Après, sur les podcasts, il y a des podcasts très sympas, mais qui sont en anglais. Tu as un podcast qui s'appelle Fifth Wave, qui est en fait fait par un homme qui s'appelle Jeffrey Young, qui interviewe tous les patrons dans l'univers du café en Angleterre. Du torréfacteur, le barista, les chaînes de café, les patrons de coffee shop. Donc ça, c'est complètement incroyable, ces podcasts Fifth Wave, qui sont très intéressants pour, encore une fois, aller se faire une idée précise de ce qui se fait dans l'univers du café ailleurs, tu vois, pour s'inspirer soi-même. Après, moi, il y a un podcast que j'aime bien, français, qui s'appelle La cerise sur le café. Pareil, ça a été fait par un barista qui a fait une dizaine d'interviews des grands noms du café sur la scène parisienne. Donc ça, c'est intéressant aussi. Après, sur la création d'entreprises dans l'univers de la restauration, il y a un podcast de Laurine Blandin que j'adore qui s'appelle Passe-moi le sel. Et elle, c'est vraiment l'univers de la food et de la restauration qui est spécialisée dans cet univers-là. Voilà, donc ça te donne quelques pistes, en tous les cas, j'espère, pour ceux qui nous écoutent, à la fois de bouquins et de livres à lire et à découvrir avant de se lancer. Ouais, super. Je mettrai toutes les références dans la description de l'épisode. Et si on a envie justement d'être formé, accompagné par toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, monpetitbusiness.com, donc c'est vraiment le site où vous allez trouver toutes les coordonnées des formations que l'on fait en entrepreneuriat, monde du café et de la restauration type salon de thé. Et on a la chance à Mon Petit Business d'avoir créé des partenariats avec des écoles de cuisine et des écoles de café. Et donc, on peut à la fois se former dans le monde du café et dans le monde de la restauration avec le bloc entrepreneuriat. Merci beaucoup Marie-Hélène pour la richesse de ton partage et toutes ces informations sur ce domaine-là du coffee shop et de la restauration. Merci beaucoup. Merci Clarence, au plaisir et à très vite. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.